Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième rencontre numérique du myélome. Aujourd'hui, ce sera la partie 2 et on va parler de l'impact du myélome sur la vie affective, relationnelle et sociale. Donc, la webconférence est organisée par la F3M en collaboration avec l'IFM et en soutien technique avec moi-même. Voilà. Ceux qui ont l'habitude des webconférences savent déjà où le chat se trouve. Donc, normalement, il se trouve en bas à droite, en tout cas pour nous écrire. Vous pouvez nous dire bonjour et d'où vous venez. Et vous pouvez également poser à cet endroit-là les questions tout au long de cette webconférence. À noter que on va essayer de respecter le thème de cette RNM aujourd'hui. Donc, les traitements et la rechute, c'était la semaine dernière. Donc, merci de poser des questions qui ont à voir avec le thème de la webconférence du jour. Et sur ce, je passe rapidement la parole à Valentine, qui va être votre hôtesse pour cet après-midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc en ce mois de mars du myélome aux rencontres numériques du myélome donc qui reprennent la JNM de l'année dernière de 2024. Voilà, je vais passer, avant toute chose, on va passer la parole à Laurent Gillot qui est le président de la F3M pour un petit mot de bienvenue. Bonjour à tous, vous m'entendez? Est-ce que Laurent... Oui, Laurent arrive, Laurent Bonjour, ouais, vous me voyez, vous est m'entendez? bientôt parmi nous. Voilà, donc je suis très content d'être à la en deuxième semaine, d'être admis en deuxième semaine RNM, hein, après des traitements, comme tu disais, Audrey, aujourd'hui, la partie tout aussi importante de vivre avec le myélome, et notamment sur la vie sociale, la vie affective. Et donc, voilà, je suis sûr qu'il y aura plein de questions. Je suis confiant sur les capacités de Karen, de, de Cécile pour vous répondre et puis pour mettre un beau dialogue en place pendant cette heure et demie. Voilà. Passez une bonne après-midi et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, Laurent. On va commencer déjà par les présentations. Donc, moi, je m'appelle Valentine, je suis bénévole à la F3M. Je suis patiente malade depuis 2017 et en rechute depuis 2022. Voilà, donc, et puis responsable régional de la région Lorraine, Champagne-Ardenne. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir à nos côtés deux intervenantes de qualité qui sont très engagées auprès de la F3M. Donc Karen Kreuter, qui est psychologue et clinicienne, que vous avez sûrement, si vous assistez aux webconférences, que vous avez sûrement pu entendre assez régulièrement. Et le docteur Cécile Zontag, donc, qui est hématologue à l'ICANS et puis membre engagé à l'intergroupe francophone du myélome. Nous avons aussi en arrière-plan François Taureau, que vous devez aussi connaître, qui me seconde en cas de problème pour ces rencontres numériques, et puis qui relaiera en tout cas les questions et les témoignages liés aux différentes thématiques de cet après-midi. Voilà, alors nous allons peut-être commencer par vous expliquer le déroulement de ces rencontres numériques, comment ça va se passer. Donc il y aura d'abord une présentation avec de chaque thématique avec des petites vidéos de 1 à 4 minutes qui sont des témoignages de patients et d'aidants. Et puis, à l'issue de ces vidéos, nos intervenantes parleront de leur expérience liée à ces thématiques. Et vous pouvez bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ces questions, avant tout, elles doivent avoir un intérêt pour l'ensemble des participants. Les questions d'ordre médical ici, bien sûr, ne seront pas traitées parce que cette deuxième partie a trait surtout à la qualité de vie des patients et des aidants.
Éviter aussi peut-être de poser du coup des questions trop personnelles pour que chacun soit intéressé par vos questions. Et puis, Cécile et Karen se feront un plaisir de rebondir sur vos témoignages ou de répondre à vos questions. Je pense que on peut peut-être lancer la première vidéo, Audrey. Alors, la première vidéo a trait à l'impact sur le myélome, sur l'impact du myélome sur la vie sociale. Je précise juste au lancement de la vidéo, pour l'audio, ceux qui sont notamment sur les applications, il se peut que le son ne se lance pas automatiquement, c'est dû à vos réglages, donc il faut double-cliquer si jamais sur la vidéo pour avoir le son. Je le précise avant d'avoir des messages dans le chat. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Impact du myélome sur la vie sociale et affective. La F3M a mené une enquête en août 2023 auprès des malades du myélome multiple et de leurs aidants pour mieux comprendre leur quotidien. 551 d'entre eux ont répondu au questionnaire, 481 malades et 70 proches aidants. Voici un focus sur l'impact du myélome sur la vie sociale et affective, thématique de la JNM 2024. L'arrivée de la maladie, l'annonce de la rechute, les effets secondaires des traitements provoquent des bouleversements pour le malade et ses proches. La maladie a un impact conséquent sur la vie sociale et professionnelle des malades et des aidants. Certains expriment un sentiment d'isolement, 13% des malades et 19% des aidants. Vie professionnelle et vie personnelle entre parenthèses, peu de contacts vers l'extérieur, incertitude sur l'avenir, changement de vie, la majorité des aidants estiment que la maladie de leurs proches a pour principale conséquence un impact sur leur vie sociale et professionnelle. Un malade sur 4 déclare avoir rencontré des difficultés professionnelles, arrêt maladie, perte d'emploi, invalidité, retraite depuis le diagnostic de leur maladie. Malades et proches expriment des difficultés sociales, perte, éloignement d'amis. 22% chez les malades, 26% chez les aidants. Selon l'enquête, la maladie les empêche de mettre en place des projets, de penser à l'avenir. 57% des malades, 72% des proches aidants. La maladie bouleverse également la vie affective des malades et de leurs proches aidants. Baisse du désir, problèmes sexuels, infertilité, malades et aidants rencontrent des difficultés dans leur couple. 47% des malades, 54% des proches aidants. Ces difficultés n'ont pas été abordées par l'équipe soignante pour une grande majorité d'entre eux. 89% côté malade, 97% côté aidant. Et la consultation d'un sexologue est quasiment inexistante. Ils expriment également des difficultés à communiquer avec leurs proches. Conjoints, enfants, amis, 25% des malades, 37% chez les aidants. Parmi les informations et accompagnements prioritaires à développer par la F3M, ils sont une majorité à souhaiter un entretien d'orientation avec un psychologue. 52% des malades, 73% des aidants. Malades et aidants s'efforcent de rester actifs. Même si la maladie bouleverse leur vie sociale et affective, la majeure partie estime mener une vie active. Sorties, voyages, 68% des malades, 46% des proches aidants. Promenade, sieste, temps passé en famille, activités physiques, sorties culturelles, loisirs, malades et aidants jugent que de nombreuses activités améliorent leur quotidien. Leur plus grande victoire reste d'arriver à retrouver une vie normale, 70% des malades, d'offrir le meilleur soutien possible, 38% des aidants. Malades, aidants, tous unis pour préserver sa vie affective, relationnelle et sociale. Voilà pour la première vidéo, donc qui est une enquête, qui est l'enquête A+A qui a été réalisée en 2023. Est-ce que Cécile ou Karen, vous souhaitez un peu prendre la parole par rapport à cette enquête? Oui, après je pense que c'est important de voir les chiffres probablement pour réaliser. Alors moi je parle en tant que médecin et j'entends au travers de cette enquête aussi encore les efforts qu'on a à faire pour par moment aborder autre chose que les traitements, la biologie et très souvent il nous manque du temps pour le faire.
mais clairement, il y a des choses à pouvoir aborder ou tout au moins sûrement encourager nos patients à aller vers d'autres professionnels, à aller vers les psychologues, à aller vers les sexologues, parce qu'on ne peut pas tout régler, mais je pense que de dire bah, c'est normal ce que vous ressentez et il y a besoin d'aide, il y a besoin d'aller vers un autre professionnel, rassurer les gens. Je crois que c'est notamment encore plus important maintenant parce qu'il y a pas mal de thérapeutiques qui se développent, et ça les patients le disent, où il n'y a pas de visuel de la maladie présent. C'est-à-dire que quand on a une maladie cancéreuse, il y a des fois on n'a plus de cheveux, et ça arrivait beaucoup plus avant. Et maintenant, avec les nouvelles thérapeutiques, ça reste très fatigant, très bouleversant, et parfois ça ne se voit pas sur le physique. Donc les patients sont très contents de ça, ils disent c'est chouette, j'ai pas la tête de quelqu'un qui est malade, mais en même temps, par moment, on les épargne pas non plus. Hein, on leur dit pourquoi tu fais la tête, pourquoi et il peut y avoir des moments où il y a un véritable difficulté de vécu, dit oui, je fais beaucoup d'efforts, mais en même temps, parfois j'aurais besoin qu'on m'aide, de cocooning, de compréhension, et les patients sont obligés parfois de dire oh là là, et en fait j'ai un traitement là, j'ai de l'immunochimio, ça se voit pas sur ma tête, mais c'est fatigant tout ce que je vis, pour rappeler à l'entourage, aux amis, que oui, il faut parfois adapter la sortie de randonnée, je pensais à ça, en disant non, je vais pas y aller à la même allure qu'avant, mais j'ai envie d'aller avec vous, et il faut s'adapter. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vécu par les patients, à la fois comme c'est chouette parce que ça se voit pas sur ma tête que j'ai une maladie et que je suis en plein traitement, mais en même temps, c'est parfois difficile aussi d'arriver à retrouver une qualité de vie qui soit la mieux possible, et il faut beaucoup de dialogue. Très bien, merci Cécile. Est-ce que Karen, vous souhaitez rebondir sur les propos de Cécile ou sur cette enquête? Effectivement, alors du coup je rebondis un peu sur la dernière notion que Cécile apporte, c'est celle d'adaptation. Je pense qu'elle est fondamentale parce qu'en fait on se rend compte dans ces témoignages et en accueillant nos patients que cette maladie bouleverse totalement l'existence à différents niveaux, hein. C'est toute la vie en fait qui est remise en question, qu'elle soit professionnelle, sociale, affective, son corps, le rapport à son corps, ses capacités physiques, sa place dans la famille, ses relations avec les autres, les projets, la capacité de faire des projets. Donc en fait, il y a un remaniement complet en fait de l'existence à opérer, ce qui est quand même extrêmement difficile, surtout dans une période où on est traité, où on est fatigué, où on est bouleversé. Mais cette notion d'adaptation, elle est fondamentale. J'entendais retrouver une vie normale. Alors effectivement, souvent on évite nous d'utiliser le terme de retrouver une vie normale au sens retrouver la vie d'avant. On essaie plutôt d'accompagner les patients sur l'idée de retrouver une vie dans laquelle on se sent bien, retrouver une vie qui nous convient, dans laquelle on retrouve un équilibre, mais qui souvent, faut être honnête, je pense là-dessus, n'est pas la vie d'avant, hein. C'est une vie normale, certes, mais qu'est-ce qu'on attend par normal? Les patients et les aidants peuvent considérer qu'ils sont anormalement limités, anormalement fatigués, ils ont anormalement la capacité de pouvoir se projeter, ils ne trouvent pas toujours normales les réactions de l'entourage. Donc en tout cas, bon, je dirais retrouver une vie normale. Voilà, moi j'ai envie de dire s'adapter et retrouver un équilibre dans lequel on se sente bien les uns et les autres, qui nous conviennent suffisamment, hein, avec des hauts et des bas. Et ça demande effectivement tout un processus d'adaptation. Voilà. Et ça, cette notion d'adaptation, elle est vraiment, je pense, importante. C'est des marges de négociation, c'est des compromis, c'est des aménagements, comme disait Cécile, qui nous permet en fait de maintenir une vie relativement riche et relativement complète, mais sur des modalités différentes. Oui, Valentin, j'ai pas entendu en fait. Oui, Karen, vous êtes encore avec nous? Oui, est-ce que j'avais pas entendu? D'accord, d'accord. Alors, on a justement là dans le chat quelques témoignages de Nicolas et de François notamment. Où, Nicolas, quand il a repris le travail, on lui a dit tu n'as pas un vrai cancer. Donc, oui, parce que sûrement, comme vous le disiez, notamment Cécile, physiquement, on semble avoir la forme.
mais voilà, on semble avoir la forme alors que on est forcément fatigué et que ça ne se voit pas. Et puis on a François aussi qui nous dit c'est exactement ça, ça ne se voit pas. Papa est sur son canapé, il passe son temps sur son canapé, non, il est fatigué et malade. Et bon, chez François, lui, ça induit malheureusement une rupture affective dans sa vie jusqu'au divorce. Donc, c'est sûr que ça, voilà, la maladie peut impacter les relations et puis l'ensemble de sa vie. Moi, je trouvais aussi que ce qui était assez éloquent dans cette enquête, c'est que on a l'impression que les aidants aussi sont autant impactés et peut-être voire plus, 22% contre 26% des malades qui rencontrent des aidants qui rencontrent des difficultés sociales, 25% des malades et 37% des aidants qui ont des difficultés à communiquer avec leurs proches, et 47 malades et 54% des aidants qui rencontrent des difficultés justement dans leur couple. Voilà, ça ne touche pas visiblement que les malades. Donc, est-ce que vous souhaitez peut-être aussi, Cécile ou Karen, apporter une réflexion sur nos aidants qui sont très importants? Ouais, je pense que la place de l'aidant, c'est la plus difficile en fait, parce qu'il y a un sentiment de... L'aidant, souvent, il ne sait pas forcément au début comment se positionner, il ne sait pas comment... il veut aider, mais en même temps, il ne veut pas être envahissant. C'est tout un rééquilibrage dans le couple. L'aidant, ce n'est pas toujours le mari ou l'épouse, voilà, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est une place difficile, l'aidant. Et je pense que la société, elle est en train de comprendre l'importance de l'aidant. On en entend de plus en plus parler quand même. De même que la société est en train de comprendre que le mot cancer, c'est pas quelque chose d'uniforme, et plus grâce à des associations comme la F3M, ça met en avant des pathologies qui avant étaient, mais alors quand je dis totalement inconnues, c'est totalement inconnu. Et effectivement, encore maintenant, le myélome, ça reste une pathologie rare, mais ça l'était encore plus il y a 20 ans. Je veux dire, là maintenant, les patients, en allant aussi aux Journées nationales du myélome, ils se rendent compte que parfois le monde est petit et qu'en allant à cette journée, ils vont rencontrer quelqu'un qui habite dans le village. Souvent, j'ai ces réflexions-là. J'étais persuadée que j'étais la seule sur la planète à avoir ça. Et en fait, je suis tombée sur quelqu'un que je connaissais, ça m'a fait tout bizarre. Et puis, ça m'a fait aussi réaliser que ça restait une maladie rare, mais en même temps, voilà, je ne suis pas tout seul. Et je pense que vraiment ce sentiment de ne pas être tout seul, de ne pas avoir de sentiment de honte ou de vouloir cacher les choses, ça peut être le premier pas vers retrouver l'équilibre de vie, permettre à l'aidant d'avoir la place qui est un vrai soutien. Et puis après, c'est comme dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile. Mais moi, ce que j'entends aussi au travers des consultations, c'est aussi le fait de retrouver... il y a beaucoup de patients qui me disent moi, je m'énerve plus pour des broutilles maintenant. Et ça aussi, parce qu'il y a ce parcours dans la maladie, je me rends compte qu'il y a certains trucs, je relativise en fait. Et je vais aussi faire le tri dans ceux qui m'aident et ceux qui m'aident pas. Je vais arriver à me dire, il y a des gens, quand j'ai pas envie de les voir, maintenant je m'autorise à dire que là je m'en vis, parce qu'ils vont juste m'apporter des choses négatives. Et je me dis, parfois c'est aussi un équilibre à retrouver. Et je trouve que les patients sont souvent des exemples de vie assez extraordinaires. Il y a des gens qui changent de métier après quand ils reprennent, il y a des gens qui se remettent à se réintéresser à des choses pour lesquelles ils avaient perdu tout intérêt. Et ça reste une épreuve longue, compliquée, mais qui parfois rebouleverse les choses aussi avec du positif. Et c'est vers là qu'il faut encourager les gens, de retrouver le goût à la vie avec cette maladie qui fait partie de l'existence maintenant. C'est pas facile, mais je pense qu'effectivement, nous les soignants, on doit encourager les patients à s'exprimer, à parler et à aller vers ceux qui peuvent l'aider au moment où ça colle, parce qu'il y a des moments où les gens, ils n'ont rien envie d'entendre, et il faut leur laisser aussi ces moments-là. Il y a des moments, c'est pas le temps, et puis tout d'un coup, il y a peut-être une opportunité, et puis à redécouvrir les choses autrement, et je crois que c'est là où on peut essayer d'encourager les uns et les autres, de ne pas avoir peur d'aller voir un ou une psychologue ou un psychiatre. C'est pas d'être fou, c'est encore ça dans la tête de beaucoup.
Je ne peux pas aller vers un professionnel parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi ou je n'ai pas de maladie psychologique. Ben non, mais en fait, ça va être du soutien, quoi. Donc là, je passe la parole à Karen, elle sait sûrement mieux m'exprimer là-dessus. Oui, alors là, en plus, je lis en même temps les réactions sur, en fait, comment l'environnement, comment l'entourage peut ne pas comprendre, je dirais a fortiori peut-être professionnel, social, hein, parce que nos proches les plus proches, je pense qu'eux, ils mesurent à un moment donné, pas toujours, hein, pas suffisamment peut-être, mais quand même, ils mesurent en général la difficulté. Par contre, c'est vrai que c'est plus problématique dans la société de faire comprendre en fait ce qu'on ressent, quelles sont nos limites quand on a un myélome multiple. Alors, comme le disait très bien Cécile, c'est une pathologie dont on a très peu parlé encore il n'y a pas si peu de temps. On entend assez peu parler par rapport à d'autres pathologies cancéreuses. Donc, je dirais que bon, quand je lis quelqu'un qui dit pour les gens autour, c'est du chinois. Oui, un petit peu. C'est-à-dire que bon, comme finalement ils connaissent pas, ça les inquiète pas spécialement, ça leur dit rien. Donc, il y a ce côté méconnaissance. Et je lisais un certain nombre de témoignages de personnes qui disaient, moi, j'ai pris le temps d'expliquer. De communiquer, j'ai même donné des supports, etc. Mais ça, c'est une très bonne démarche. Alors, vous n'en avez pas toujours envie, surtout que quand c'est répétitif, d'entendre des réflexions totalement inadaptées et parfois qu'on vit assez mal, où les gens vont banaliser, vont dire des absurdités parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont maladroits. En fait, je pense que communiquer, expliquer ce qu'on a, trouver des mots qui permettent de mieux signifier les choses, peut-être des supports, hein, voilà, que ce soit la F3M, que ce soit la Ligue contre le cancer, vous pouvez parfois trouver des supports qui permettent simplement, presque comme on distribue des tracts, en disant, écoute, tiens, c'est un peu compliqué à expliquer, mais tu comprendras mieux une fois que tu auras lu ça, quand tu auras lu ça. Donc, je pense que la communication sur ce qui nous arrive, parfois on est un peu découragé, parfois on en a marre de devoir répéter, mais ce n'est pas inutile, je pense que c'est utile, parce que beaucoup des réactions inadaptées que vous avez autour de vous sont liées à la méconnaissance en fait, de la pathologie et de ses conséquences et des traitements. Donc, pour un certain nombre de personnes, si elles sont un petit peu mieux informées, elles auront un comportement plus adapté. Et par contre, Cécile n'a pas tort sur, évidemment, même si c'est toujours un peu contrariant de se dire qu'on met à distance un certain nombre de personnes avec lesquelles on avait de bonnes relations, c'est qu'il y a dans votre entourage probablement des personnes, non seulement peut-être qui ne comprennent pas, mais aussi qui ont des positionnements, des modes de fonctionnement, des modes de communication qui vous blessent, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous prennent trop d'énergie, qui vous dépriment. Bon, bah ça, c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais je pense important effectivement, parce que vous êtes dans une situation où vous avez des limites, où vous pouvez rester certaines fois vulnérable, où vous avez besoin aussi d'être entouré de gens qui vous aident, qui vous font du bien, en tout cas qui vous font pas du mal, hein, qui ne vous nuisent pas. C'est vrai que ça peut être utile et parfois même nécessaire de prendre de la distance avec certains propos, mais même parfois avec certaines personnes, parce que on sent bien que ça ne nous fait pas du bien et que il y a peu d'espoir que ça change. Et ça c'est important aussi, hein, c'est important. Relativiser certaines choses, parce que finalement, plein de gens ne connaissent pas, ne comprennent pas, donc ils sont maladroits. Bon, expliquer autant que possible, communiquer. Et puis parfois, être peut-être un petit peu plus radical. Non, on ne répond plus à tel ami au téléphone. On évite tel collègue, en tout cas, on répond même plus à ce genre de réflexion absurde, hein, c'est qu'on ne prend même pas le temps et l'énergie, ce que font certains patients, de répondre. Donc, on va qu'à ses occupations, hein, ça nous glisse un peu dessus. Je pense que c'est important, voilà, à la fois d'améliorer les relations qui peuvent être améliorées, mais aussi parfois d'ignorer ou de mettre à distance des communications ou des relations qui sont nuisibles. Voilà, bon, c'est pas facile à faire, mais je pense qu'à certains moments, c'est utile. Merci Karen. Alors, oui, Cécile, vous vouliez peut-être rebondir. Je lisais les commentaires et je pense que c'est vraiment important de parfois pouvoir exprimer en quoi tel ou tel symptôme gêne dans le quotidien. Je vais vous raconter une anecdote comme ça qui m'avait marqué, moi, comme médecin. J'avais un patient, sur un type de traitement, il avait systématiquement un petit taft sur la bouche. Et moi, quand il me montrait ça, je disais, bon, par rapport à la gravité de la maladie, ce taft qui faisait moins de 2 mm sur le bord de la bouche, je me disais, bon, voilà, vous mettez un petit peu d'anesthésiant, c'est pas bien grave, il n'est pas très gros. Et je voyais que le patient, c'était vraiment un truc, c'était insupportable pour lui. Et je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où, en discutant avec lui, et je lui dis, mais en fait, en quoi est-ce que c'est terrible pour vous? Parce qu'il me disait, c'est terrible, c'est terrible. En fait, son bonheur, c'était de jouer de la trompette.
Mais ça, il ne l'avait pas dit. Et donc, il ne pouvait plus jouer à la trompette à cause de cette fichue aft. Et du coup, ça a changé tout le visuel de l'effet secondaire. Parce que, bah oui, là, il ne pouvait plus jouer de la trompette. Bah, moi, je comprenais mieux. Mais pendant 3 mois, on était restés. Je disais, bon, bah, c'est pas grave, c'est un petit aft, on va mettre un petit peu de crème. J'ai prescrit, je sais pas combien de crème, de bain de bouche, de machin. Et j'avais l'impression que cet homme s'effondrait à cause de ce truc-là. Parce que juste, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris quel était l'impact de l'effet secondaire sur sa vie de tous les jours et sur son bonheur de vivre, qui était la trompette. Donc, on a trouvé le moyen de débarrasser de cet aft. Voilà, il est redevenu souriant comme avant. C'est un exemple que je raconte souvent aux étudiants en disant que dans l'interrogatoire, on n'est pas juste sur de la transcription mot à mot de épistaxis, qui veut dire assigner du nez, neuropathie grade 1, 2, 3, 4, parce qu'on est dans un essai clinique et il faut qu'on grade tous les effets secondaires. C'est aussi à le remettre dans un contexte, parce que selon la vie des gens, bah, tel ou tel effet secondaire ne va pas avoir le même impact. Et par exemple, une neuropathie, je sais pas, dans les essais là, de grade 1 qui cliniquement n'est pas inquiétante, bah, chez un pianiste, ça change tout, vous voyez. Enfin, là, je parle de la musique, mais ou chez quelqu'un qui a l'habitude d'avoir dans son rythme de vie quelque chose. Et je pense que c'est important qu'on puisse arriver à comprendre dans nos consultations les effets secondaires et qu'on adapte aussi notre prise en charge. Il y a parfois des moments où on est totalement démunis, et je pense par rapport à la neuropathie notamment, qui est pas mal explicitée, qui est cette espèce d'handicap totalement invisible et qui tape sur le système. Ça, clairement, la neuropathie, qui est un des effets secondaires les plus fréquents de nos traitements, eh bien, quand on l'a, c'est pénible. Les patients le disent, hein, ça agace, ça énerve, ça fait une espèce de tremblement intérieur. Et il faut essayer par différentes méthodes de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager. Il n'y a jamais une solution, mais je pense qu'il faut vraiment tâtonner. Et puis pas baisser les bras, il y a toujours le moyen de vous aider, mais vous pouvez vous retrouver face à des soignants qui sont démunis. Si c'est le cas, c'est pas grave. On demande de l'aide à côté, au centre de la douleur. Faut vous dire qu'il y a moyen de chercher, et en cherchant, vous faites aussi un chemin en fait. En questionnant les soignants, pas en les agressant, hein, mais juste en disant là, ça va pas, c'est quelque chose qui est vraiment pénible. Vous allez de vous-même aussi parfois proposer des pistes en fait. J'ai vu que quand je prenais ça va franchement mieux. Ah ben voilà. Alors, on va peut-être être sur cette classe médicamenteuse et essayer de chercher. Et je pense que c'est vraiment un chemin, un accompagnement pour essayer de comprendre en quoi les effets secondaires des traitements, par exemple, vont affecter votre vie sociale et affective. Karen, encore un petit mot, ou on peut passer à la vidéo suivante? En tout cas, c'est important cette notion qu'évoque Cécile de la limite de chacun, que ce soit nos proches ou que ce soit les professionnels de santé. C'est-à-dire que par qui nous sommes et par nos formations, il y a des choses qu'on peut apporter, il y a des choses qu'on n'est pas capable d'apporter. Et c'est vrai que c'est important pour les malades de trouver les ressources dont ils ont besoin, que ce soit dans leur environnement personnel ou professionnel, mais il faut bien avoir la notion que tout le monde ne peut pas tout. Tout le monde n'est pas capable de tout et n'est pas capable de tout le temps. Donc, ça veut dire qu'en tant que malade, ça nous demande parfois d'avoir un peu d'indulgence pour ceux qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas les compétences, et de savoir verbaliser qu'on a vraiment un souci et qu'il faut trouver une solution et que ce n'est pas satisfaisant, et de nous aider, nous orienter, qu'on soit proche ou qu'on soit professionnel de santé, pour mieux aider. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir une vision un peu globale de votre accompagnement. Il y a beaucoup de ressources qui existent, on ne les a pas toujours identifiées clairement, on ne les a pas toujours sous la main, et pourtant elles existent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, que vous verbalisiez. Il y a des fois, on est découragé, on croit que ça ne sert à rien, on croit qu'il n'y a pas de solution. Ce n'est pas vrai. Franchement, je pense que Cécile, elle partage mon avis, c'est qu'on est rarement face à des situations où on n'a pas de solution, ou au sens où on ne peut pas apporter quelque chose, améliorer la situation. On a souvent encore des marges de manœuvre, alors même que le malade pense qu'il n'en a pas. Donc c'est très important que vous exprimiez, que vous cherchiez des ressources, que vous demandiez des ressources, parce qu'effectivement, par contre, ce qui est vrai, que ce soit vos proches ou que ce soit nous, professionnels de santé, même avec toute la bonne volonté et tout le désir de vous aider, de vous accompagner, on a aussi nos limites. Et que parfois, on n'est plus capable de faire plus ou de faire mieux ou de faire exactement ce que vous souhaitez. Et donc, l'intérêt, c'est d'essayer ensemble de trouver les ressources dont vous avez besoin. Merci Karen. Eh bien, on peut passer à la deuxième vidéo, donc sur l'impact du myélome sur la vie sociale. Ça a été d'abord
un grand coup sur la tête, comme on dit, parce que je ne m'attendais pas du tout à cela. J'étais très sportif, donc en bonne santé, jusqu'au jour où j'ai appris que j'étais atteint de myélome. Et la maladie plus le traitement ont fait que pendant un mois, j'ai pratiquement dormi. Je me rendais compte de ce qui se passait autour de moi. J'étais fatigué et tout ça. Et j'ai rompu de fait avec l'ensemble de mes amis, de mes copains, de mes activités, que j'ai essayé de reprendre progressivement, que je continue à reprendre pour avoir une vie sociale qui me semble pour moi être indispensable. Chaque fois que j'ai eu une invitation, j'ai pratiquement jamais refusé d'y aller pour montrer que oui, j'étais là et bien là et que j'essayais de faire face avec mon épouse à cette situation. Avoir un myélome multiple, ça envahit beaucoup l'existence. Hein, et c'est vrai qu'objectivement, on peut être fatigué, on peut être douloureux et psychologiquement fragilisé. Mais aujourd'hui, on peut vivre des années, peut-être on peut même espérer un jour guérir du myélome. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui laisser toute la place. Hein, donc il va falloir qu'on trouve des compromis, qu'on trouve un équilibre. Tout n'est pas possible, mais des choses sont possibles. Et il est important en fait de maintenir cet équilibre, que ce soit à tous les niveaux de son existence, y compris au niveau social. Je suis devenue aidante parce que ma mère est tombée malade. Le diagnostic a été posé en janvier 2023. Et comme elle avait perdu totalement son autonomie, je suis venue m'installer donc chez mes parents pour pouvoir l'aider en attendant qu'elle aille mieux. Mais c'est vrai que la relation avec mes amis a été bouleversée, quoi. Je les ai au téléphone, je les vois 2 fois par an, grand maximum. Et du coup, l'impact majeur, c'est que je suis en train de faire une demande de mutation de mon logement pour pouvoir avoir un logement au plus près d'eux, pour pouvoir avoir voilà, ma vie et pouvoir m'occuper voilà, d'elle en même temps. La maladie, elle est là, mais il ne faut pas qu'elle nous condamne non plus. On peut continuer à profiter de la vie et positiver tout ce la moindre énergie, les moindres relations. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en moi et j'ai vraiment découvert que j'avais de l'importance aux yeux des autres. C'est un petit peu... Je trouve que ça m'a fait avancer dans ma vie, dans ma philosophie de vie. Donc voilà, c'est enrichissant aussi, ça peut être enrichissant. On serait tenté de beaucoup s'isoler quand on est fatigué, quand on a mal, quand on est déprimé. Et il est important d'essayer de préserver un certain niveau de vie sociale. Alors en fonction de nos capacités. On le disait, en phase aiguë, c'est difficile, mais quand on est dans la chronicité de la maladie, il y a des choses possibles. En fait, il faut s'adapter, c'est-à-dire c'est pas le tout ou rien. On ne peut pas forcément avoir la vie d'avant, mais ça veut dire des petits projets, des petites sorties, des petits repas. On ne part pas forcément une semaine, mais on peut partir une journée, 2 jours. C'est-à-dire adapter, être moins ambitieux, mais conserver quand même de la communication et de la vie sociale. François, est-ce que vous pouvez reprendre le relais? Je crois que j'ai un souci avec Valentine. Je vais essayer de la contacter. D'accord. Sinon, on peut commenter la vidéo qui était sur la vie sociale. Enfin, on a entendu Karen utiliser le mot s'adapter et je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire ne pas s'isoler. C'est probablement le mot-clé en fait d'arriver à trouver une adaptation. Il faut souvent pour certains patients passer la phase de la colère parce qu'au début il y a une phase de... Moi je trouve que parfois il y a dans l'acceptation de la maladie il y a une phase de c'est pas normal que ça me soit tombé dessus. Il y a une forme de... Ouais, je trouve une forme de... Pour certains, une forme de colère. Pourquoi c'est sur moi? Alors on trouve un coupable, c'est la faute d'eux, c'est parce que... Puis en fait, petit à petit, l'acceptation fait que non, c'est la faute à personne. Cette maladie, elle est survenue comme ça, pas parce que on avait eu tel ou tel souci dans la vie. Je pense qu'il faut arriver à déculpabiliser les patients par rapport à ça. Et après, d'arriver à s'adapter pour retrouver la qualité de vie la plus idéale possible. Et parfois même,
transformer et puis arriver à faire des choses qu'on n'aurait pas fait avant, arriver à s'ouvrir. Il y avait une des patientes qui disait qu'elle n'avait pas du tout confiance en elle et qui, dans les suites de la maladie, s'est rendue compte que elle était importante pour beaucoup de monde autour d'elle. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui peut changer les liens qu'on a avec les autres et arriver à transformer le quotidien voilà, en quelque chose de différent. Mais ça prend du temps et puis ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut passer par des phases où il y a parfois de la tristesse qu'il faut accepter parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose comme avant, mais on va le faire différemment et peut-être parfois, on va retrouver une forme de qualité de vie différente et parfois pour certains, il y en a qui me disent: «Mais moi ça m'a beaucoup appris, j'arrive maintenant à faire des choses différemment et pour certains beaucoup mieux qu'avant parce que j'ai ce recul, parce que je sais aussi que on n'est pas à l'abri de tomber malade et que j'ai plus de recul dans la vie. Moi, je trouve souvent les patients, c'est des leçons de vie qui nous donnent aussi à nous soignants. Parfois, je me dis: «Mais putain, quel courage, enfin, quelle capacité d'adaptation, il y a des gens», je repense comme ça à une dame très âgée qui est devenue un peu la sage de son village parce que comme elle acceptait les choses et qu'elle se battait, alors que tout autour d'elle, tout le monde avait dit: «Jamais elle va y arriver, jamais elle va supporter de venir à l'hôpital». Et en fait, dans son environnement de vie, elle est devenue la sage. Et quand les gens ont eu un cancer qui tombe sur le coin de la figure, ils viennent, elle me dit, ils viennent me voir pour que je leur remonte le moral et que je leur dis que faut se battre et que ça va marcher. Alors qu'elle a dit: «Jamais j'aurais pensé faire ça». Elle a plus de 85 ans. Il y a peu de temps, quoi. Donc ça peut aussi changer votre rapport aux autres, à chacun de trouver la piste pour essayer d'avancer au mieux. Merci. Karen, quelque chose Oui. à ajouter? En fait, Excusez-moi, j'ai pris le relais parce qu'on a apparemment Valentine tout a à un fait. problème. Valentine, on a perdu pour l'instant Valentine, qu'on va retrouver, j'imagine. Alors, effectivement, je lis en plus au fur et à mesure les réactions des uns et des autres sur le chat. La notion d'acceptation. Alors, quand on dit à un patient, effectivement, ce qu'il faut, c'est accepter, alors qu'il n'est pas du tout dans les dispositions psychiques d'accepter. En général, il le reçoit assez mal. Donc, c'est vrai que je vais essayer d'utiliser la notion d'acceptation avec prudence, parce que je sais que pour certains, ça peut être un petit peu compliqué à entendre, mais il n'empêche que quand même, dans cette notion, entre guillemets, d'acceptation, sinon d'acceptation, en tout cas, d'intégrer cette nouvelle réalité à votre existence, celle de la maladie et des traitements, il y a pour moi, un peu au cœur de la démarche de résilience, Cécile, en fait, elle parle de résilience quand elle parle de ces patients qui sont des leçons de vie, etc. C'est-à-dire qu'au moins, à un moment donné de cette épreuve quand même considérable, qui a tellement bouleversé notre vie, qui nous impose tellement de limites, on arrive à se dépasser, à trouver d'autres manières d'être au monde, aux autres, à trouver un sens à l'existence, peut-être à se sentir mieux après qu'avant, ce qui peut paraître totalement fou et paradoxal, mais il y a des patients qui le disent, qu'il y a des choses qu'ils ont réussi à trouver avec l'épreuve de la maladie qu'ils n'auraient jamais trouvé sans avoir traversé cette épreuve, une nouvelle manière d'être, de fonctionner, d'avoir d'autres priorités. Donc cette démarche de résilience, je pense qu'elle passe par le fait d'abord, de manière très pratico-pratique, d'être moins ambitieux. En fait, en gros, j'entends les patients souvent dire, en gros, si je ne peux plus faire ça, ça ne sert à rien de le faire. Si je ne peux plus faire le trekking dans les Pyrénées que je faisais avant, ça ne sert à rien de faire la marche de 2 heures tranquille dans la prairie. Si, ça a toujours du sens. Si je n'arrive pas à avoir des relations sexuelles abouties en étant en pleine forme et en satisfaisant mon ou ma partenaire absolument totalement, qu'elle s'en souvienne pendant des semaines, oui, si c'est l'objectif, je vais vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir un myélome pour devoir négocier avec ces choses-là. On peut très bien continuer à avoir de l'intimité, de la satisfaction, de la proximité, sans avoir des objectifs aussi élevés. Au niveau de la vie sociale, je peux plus faire mes 4 je peux plus être présidente de 4 associations, certains se reconnaîtront. Mais je peux garder la présidence d'une association, mais à côté de ça, je vais participer de manière un peu moins investie, un peu moins ambitieuse parce que je suis fatiguée, etc. Donc je dirais qu'à tous les niveaux de l'existence, ce qui est important, c'est de commencer à avoir des objectifs qui sont atteignables. Parce que, en fait, si vous ne le faites pas, si vous ne négociez pas avec vous-même, si vous n'êtes pas moins ambitieux, vous êtes confronté à de la frustration, à de la déception, à de la baisse d'estime de vous, parce que vos objectifs sont irrationnels.
Et je dirais même que ce fonctionnement pouvait très bien exister avant le myélome. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'épuisent au travail, il y a des gens qui s'épuisent dans leur vie, il y a des gens qui ne savent pas dire non, il y a des gens qui sont phagocytés par des tas de choses, hein, ils n'ont pas besoin d'être tombés malades pour ça, ça ne leur convient pas, ils n'ont pas assez de temps pour eux, ils ne sont pas satisfaits de cet équilibre. Ben, je dirais, a fortiori, quand on tombe malade, qu'on subit des traitements, qu'on a un tel bouleversement dans sa vie, il y a peut-être des choses à re-questionner, peut-être des objectifs à revoir, de telle manière de les adapter à ce qu'on peut atteindre, et auquel cas, vous serez très content. Vous serez satisfait de votre petit week-end de marche tranquille, alors que vous ne pouvez plus faire de trekking de 15 jours. Vous serez satisfait de ce moment d'intimité, ce moment partagé, que vous êtes, parce que c'était modeste, mais on s'est senti proche l'un de l'autre, on a senti de la tendresse, on s'est senti bien, on s'est rapprochés, c'est super. Et voilà, c'était pas forcément le grand soir qu'on a déjà connu, mais c'était génial. Et puis surtout, ça nous a rapprochés, ça nous a facilité de reprendre contact physiquement, il y a moins de tension entre nous. Donc, je dirais que vraiment, là, ce qui va être important, c'est que vous soyez moins ambitieux et qu'à tous les niveaux de votre vie, vous adaptiez en fait vos objectifs à vos capacités, mais aussi à vos limites. Et quand on fait ça, en fait, on est beaucoup moins en difficulté, on est moins frustré, on en profite plus et tout le monde est bien plus satisfait aussi autour de vous. Donc ça, c'est pas une démarche toujours facile hein, pour certaines personnalités, mais je pense que c'est une des clés du mieux-être pour mieux vivre avec le myélome. Je rebondis sur ce que dit Karen et je suis entièrement d'accord avec elle au sens où quand il y a une attente, mais on est aussi dans une société où tout ce qui est affiché, c'est des exploits. Voilà, on monte des gens qui vont courir 48 heures sans s'arrêter. On monte des gens on est toujours dans une société de l'exploit. Et peut-être que le bonheur, il se trouve plus aussi dans le fait de regarder la vie et le monde avec un regard différent. Et quand on a, par exemple, quand on va se balader, et même ces 2 heures, et ben peut-être on regarde ce qu'on a autour de nous, la vie, les autres, avec un autre regard qui apporte tout autant de douceur et de bonheur, en disant, je réalise la chance que j'ai là d'aller me promener et de voir un paysage magnifique. Je profite de l'instant, mais vraiment de ce moment d'intimité avec la personne que j'aime. Et qui va me donner à la fois des sensations que peut-être j'aurais pas eu si on avait été dans quelque chose, une relation beaucoup plus, je sais pas, physique. Et je pense que tout ça, c'est vraiment la clé d'arriver à comprendre que on adapte sa vie et on y trouve une richesse et un bonheur qui parfois sont vraiment importants, et on arrête d'être dans la course. Parce qu'on est quand même dans des sociétés où tout doit aller tout vite, tout doit aller plus dans le chronométrage de tous les exploits. Et c'est se confronter à ça qui est parfois difficile, parce que la maladie, elle vient tout bouleverser. Il faut se dire aussi que peut-être qu'elle remet les pendules à l'heure. On est dans un environnement où on n'a pas du drame et de la guerre, par exemple, dans notre pays. Rien que ça, en fait, je veux dire, on a de la chance, en fait, parfois de se dire qu'on peut aller se faire soigner, réaliser ça, qu'on est dans une société où on a accès aux soins gratuitement, sans mettre sa maison aux enchères. Et je pense qu'il y a une forme d'acceptation, de résiliation qui font voir la vie différemment. Moi, je trouve qu'en partageant le quotidien des patients, j'en ai beaucoup qui m'apportent une leçon de vie ah ouais, quand même, j'aurais pas pensé qu'ils arriveraient à voir la vie comme ça, et c'est là où je trouve que c'est des leçons de vie chez certains patients, de voir à quel point au cours du cheminement, parce que les patients, on les suit pendant des années, il y a des vraies leçons de vie que je retiens aussi pour moi en tant que soignant, en me disant, ces gens, ils arrivent à trouver du bonheur dans le quotidien, alors que, oui, il y a eu des événements à cause de la maladie, ils sont retrouvés dans un fauteuil, ils ont une neuropathie grade 4 qui fait mais ils développent d'autres ressources. Et c'est ces autres ressources qu'il faut chercher, en fait. Merci. Donc, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Ce matin, j'ai jamais fait autant de sport que depuis que je suis malade du myélome. Donc, je suis en rechute. Mais ce matin, pour me préparer à la RNM de cet après-midi, j'ai fait 9 km de marche nordique. Voilà. Donc, parfait. Mais je faisais pas 9 km au départ. Je faisais 4 km. Après, c'était 6. Après, c'était 7. Et puis voilà.
Ouais, mais je pense qu'après, c'est comme ça. Moi, ce matin, je me suis dit, bon, allez, il faut que je bouge un peu parce qu'après, je vais être assise. Et puis, c'est mis à flotter. Quand tu es sorti. Je me suis dit, est-ce que je vais y aller? Bon, et puis après, je me suis rendu compte que non seulement il faisait doux, et que bah, en allant grimper dans le vignoble alsacien, bah, en fait, entre deux nuages, il y avait un rayon de soleil assez extraordinaire qui faisait voir le vignoble avec des couleurs totalement différentes. Et je me suis dit, bah, tu vois, tu serais pas sorti là, alors que c'était mis à flotter au début enfin, tôt le matin. C'était des contrastes. C'est peut-être ça aussi, c'est d'arriver à voir entre deux orages, ben voilà, les contrastes de la vie qui montrent des choses parfois très belles au moment où on s'y attend pas. Mais c'est pas facile tous les jours et voilà, je pense juste ne pas se décourager, continuer à avancer et puis garder la vie et ne pas s'empêcher de pouvoir goûter des bonheurs de la vie. Je pense que vraiment, c'est ça le plus important. On a un beau témoignage là, de quelqu'un, je l'ai remis dans l'onglet, mais pour ma part, ça m'a aidé. Alors le fait d'avoir des activités, parce qu'on a pu rencontrer des gens en rémission qui sont passés par le même parcours, donc ça c'est quelqu'un qui a participé à un groupe de parole. Ça redonne espoir quand parfois on est embourbé dans l'angoisse de la maladie, on discute de tout et de rien. Du travail, du voyage, des loisirs, du bricolage, enfin peu importe. On ne parle pas que de la maladie dans les groupes de parole, donc on parle de la vie avec la maladie. Et par contre, on est tous dans le même bateau, effectivement. Voilà, donc vous avez à l'écran là des exemples de choses que les gens peuvent faire, mais je veux dire, après chacun fait comme il peut. Exactement. Mais en le fait, tout, c'est important, ouais. Voilà, je laisse parler Karen. Non, mais parce que justement, François, vous disiez vous-même que là, vous avez fait vos 9 kilomètres, qu'au début, c'était 3 ou 4 et que voilà. Et souvent, les patients sont un peu dans le regret ou dans la culpabilité de ne pas pouvoir faire assez, notamment au niveau de l'activité physique, hein, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est bon déjà pour se sentir mieux psychologiquement, mais aussi que physiquement, hein, de façon générale, en termes de prévention, voilà, de gestion des effets secondaires, de gestion des douleurs, de gestion de la fatigue. Là-dessus, il y a des études très précises qui ont montré que l'activité physique, je ne parle pas du sport, de l'activité physique a effectivement un effet extrêmement bénéfique. Et comme on l'entend beaucoup là, quand même, les gens sont un peu ils le sentent un peu comme une injonction, les patients, en disant il faut que je fasse de l'activité physique, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que là j'étais trop fatiguée, j'ai pas pu sortir, j'ai pas pu, ou là je suis juste allée chercher mon pain à pied, etc. Et là c'est vraiment, je crois que c'est là-dessus qu'il Ah, ça coupe. Ah, on a une coupure de son. il faut être capable en fait d'apprécier ce qu'on est capable de faire, et que effectivement juste là il y a petite, vous m'entendez? Juste en fait, juste désactiver ta caméra, Karen, marcher en fait. D'accord. Donc juste en tout cas, marcher un petit peu pour aller faire vos courses ou pour promener le chien, même si c'est ça qui vous est accessible aujourd'hui, eh bien c'est très bien. Voilà, même si que c'est pareil au niveau des relations, l'échange un peu informel, sympathique avec la voisine, voilà, ou le petit thé partagé parce que c'était trop fatigant d'organiser un repas. En tout cas, que ce soit sur l'activité physique ou sur le reste, comme dit Cécile, ce petit rayon de soleil qui traverse les nuages. Bon, voilà. Donc ça, c'est comment on arrive à un moment donné à apprécier et puis à être satisfait, à être content de ce qu'on a réussi à réaliser. Et s'agissant notamment plus spécifiquement de l'activité physique, la moindre petite activité physique que vous faites, un petit peu de ménage, aller marcher pour faire vos courses, même si ce n'est pas du sport à proprement parler, si c'est juste ce que vous êtes capable de faire à ce moment-là, c'est très bien. C'est déjà très bien, c'est déjà un plus. Donc effectivement, c'est important déjà quand on peut de faire ce qu'on peut faire, d'avancer, de progresser comme François a pu le faire, et de savoir que c'est possible, mais aussi dans les moments où on est trop fatigué ou où c'est plus difficile, de se dire que ce qu'on arrive déjà à faire, c'est déjà très bien. Voilà, de pas toujours voir ce qu'on n'est pas capable de faire, mais aussi de voir ce qu'on est capable de vivre et capable de faire. Ça permet aussi d'apprécier beaucoup plus son quotidien. Tout à fait. Donc, je ne sais pas. Alors, il y avait
il y avait des commentaires, alors il y en avait quelques-uns où voilà, j'ai de José, j'ai une vie tout à fait normale, c'est pareil, hein, c'est dans le même sport, voyage, entre 2 piqûres de Dara, il suffit de s'adapter, sortie culturelle, rando, etc. Effets secondaires acceptés et très supportables. Ça rend aussi les effets secondaires plus acceptables, effectivement. Je suis en vie et là est l'essentiel et les traitements existent. Voilà. Il existe des tas d'associations aussi où on peut faire des choses, je veux dire, en fonction de ses goûts, quoi. Je veux dire, on peut faire de la couture, on peut faire des travaux manuels, on peut faire des jeux de cartes, bon, je veux dire, où on peut s'investir dans des associations culturelles, mais je veux dire, et en fonction de sa forme du moment. Voilà. Il y a aussi des questions par rapport au groupe de parole. Je pense qu'il y a des gens qui demandent s'il y a des témoignages de patients qui ont participé à des groupes de parole. Alors moi, j'ai souvent le retour des patients qui vont à des groupes de parole avec des retours très positifs. Les patients disent si vous n'aviez pas insisté pour que j'y aille, j'y serais pas allé, parce que parfois il faut dire mais aller discuter, échanger avec d'autres. Donc parfois ils ont l'impression qu'ils vont aller aux alcooliques anonymes là, en mode il faut que je fasse un descriptif de tout ce qui m'arrive. Mais vous pouvez aussi ne rien raconter, et juste écouter. Dans ces groupes de parole, personne ne va vous obliger à parler. Et j'ai eu vraiment des retours avec des gens parfois très timides ou n'ayant pas envie de parler, qui disent moi la première fois que j'y suis allée, j'ai pas dit grand chose. Puis quand j'ai vu que les autres témoigner de choses que je vis aussi, ça m'a rassurée en fait sur ce que je vis au quotidien. Et puis aussi des petits tips, des petits trucs de moi quand j'ai ça, quand j'ai des crampes, je fais comme ci, quand j'ai de la neuropathie, je fais ça. Tous ces petits symptômes qui pourrissent le quotidien des patients myélomes, parce que oui, face à un médecin, quand vous allez dire ça me picote un peu sous le pied, on va vous dire oui, c'est de la neuropathie. Et on ne va pas avoir forcément la réponse thérapeutique qui enlève d'un coup de baguette magique le symptôme. Les crampes, ça c'est aussi un truc qui est discuté où ils disent mais moi quand je dis ça, on me dit oui, c'est franchement un des symptômes pénibles que racontent les patients et pour lequel le médecin est assez démuni. On va arriver à jouer sur l'hydratation, on sait que c'est aussi un signe de neuropathie, mais on va tâtonner avec vous de savoir comment faire pour essayer de calmer ces effets secondaires et ces difficultés qui sont qui minent le moral en fait au long cours. Après, arriver à trouver comment on peut, là aussi, adapter. Moi, j'ai toujours le sentiment de chercher avec le patient comment faire pour pouvoir adapter les effets secondaires et la thérapeutique, en fait. Surtout quand on est sur une thérapeutique au long cours. Et ça, on le voit, en fait. Quand, au début, le pronostic vital est engagé, le médecin, il vous dit, là, c'est comme ça, on y va parce que vous êtes en hypercalcémie, vous êtes en insuffisance rénale. C'est une étape très différente de maintenant vous êtes en traitement de maintenance, vous êtes en rémission complète et on va essayer de trouver le moyen de retrouver la qualité de vie la plus normale possible. Et là, on va être beaucoup plus attentif avec vous sur les effets secondaires de nos traitements, sur comment faire pour que vous subissiez pas le traitement et que vous puissiez juste venir, par exemple, une fois de temps en temps en hôpital de jour pour la surveillance, le suivi ou l'administration d'une thérapeutique. Et là, il y a vraiment des phases différentes dans le vécu de la maladie. Au début, la peur de mourir, l'inquiétude sur le pronostic vital, et ensuite, voilà, c'est le côté chronique d'un traitement qu'on prend au long cours, avec toujours cette inquiétude que la maladie revienne, comment faire, comment adapter, comment trouver le moyen de ne pas subir le traitement, de le voir comme un allié, comme quelque chose qui pourrit pas trop la vie. Et c'est vraiment une recherche, en fait. On est à côté de vous sur un chemin, on le fait pas à votre place, en fait. Et vraiment, on essaye d'encourager les patients à retrouver le moyen d'avoir une vie qui leur convient. Je me permets, François, oui. Sur les groupes de parole, moi j'ai participé longtemps à un groupe de parole, et dans ce groupe de parole, il y avait, on était souvent où il y avait le malade et l'aidant qui participaient au groupe de parole. Et combien de fois il y a des couples, et puis il y a un aidant qui racontait comment il vivait la chose avec son malade, et puis
et puis ben, le couple d'à côté, il y avait des dames qui se retournaient vers son mari. Souvent, c'était dans ce sens-là. Bah, tu vois, ça fait des mois que je te le dis, tu veux pas l'entendre. Et ben là, ça vient voilà. Et il y avait des échanges comme ça qui permettaient de se créer entre malades et aidants, et ça a super bien fonctionné dans ce groupe. Et j'y vais plus depuis quelques temps, mais voilà, pendant des années, on s'est retrouvé quand même pas mal de malades et d'aidants ensemble, et à échanger nos expériences, et puis ce qu'on n'entend pas forcément de son propre aidant, on l'entend peut-être plus facilement de l'aidant d'un autre ou d'une autre, et ça a plutôt bien fonctionné. Et il y avait juste sur les groupes de parole aussi par rapport à l'âge, je pense qu'on n'a plus Valentine actuellement, mais le groupe de parole, on a fait un groupe de parole en ligne pour les malades plus jeunes qui ne se retrouvent pas forcément. La moyenne d'âge en myélome, c'est 70 ans. La moyenne d'âge ou la médiane, je ne sais plus, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Oui. Et il y a aussi des jeunes malades, et on a fait un groupe, surtout en groupe en ligne, en visio pour les plus jeunes, pour les malades les plus jeunes qui ont des particularités, des choses particulières à échanger entre eux. Bah, la première particularité, c'est qu'ils ont la plupart ont repris le travail, et que, donc, sujet de la vidéo suivante, mais ils ont repris le travail, et donc ils sont moins disponibles pour participer à des réunions de groupes de parole en présentiel dans la journée. Voilà. Donc c'est aussi, voilà. On va peut-être passer au sujet suivant. Alors l'impact sur la vie professionnelle a été quand même assez foudroyante, parce que l'annonce, c'est l'effet d'une bombe. Déjà pour soi-même, il faut accepter ce qui nous arrive, et le risque, c'est que du jour au lendemain, tout s'arrête. Ça a d'abord été une source d'inquiétude d'un point de vue financier, parce que vivant seule avec mes deux filles, j'ignorais justement comment j'allais joindre les deux bouts. Après, je me suis beaucoup posé la question à savoir est-ce que mon entreprise allait me faire confiance à mon retour, puisque j'étais promue à une évolution professionnelle. J'avais peur de la confiance, même si j'avais bien compris qu'elle était très engagée au niveau de ma direction France pour les personnes en situation de handicap ou que la maladie peut éloigner. Lors des arrêts de travail prolongés, ou répéter, l'assurance maladie, évidemment, va verser des indemnités journalières, et l'employeur, selon la convention collective ou l'accord de branche, va verser un complément de salaire. Il faut bien savoir que c'est le médecin conseil et désormais l'infirmière conseil de l'assurance maladie qui vont pouvoir avoir la main sur l'arbitrage de cet arrêt de travail, et parfois, ils peuvent mettre un terme à cet arrêt de travail en jugeant que la reprise du travail est justifiée, ou alors que l'arrêt de travail est suffisamment long ou l'état de santé suffisamment stabilisé pour considérer qu'on peut basculer en invalidité. Donc cette mise en invalidité peut aussi intervenir alors que l'arrêt de travail est en cours. Il y a quand même des choses très positives, c'est que le marché de l'emploi s'améliore, et que la requête de travailleurs aujourd'hui, et la recherche de travailleurs compétents, elle est bien plus ouverte qu'il y a quelques années. Alors au niveau de l'impact de la maladie sur ma vie professionnelle, il a été diagnostiqué lors de l'arrivée du Covid en France. Et comme je travaille dans un service de pneumologie, je voulais essayer de le protéger et ne pas l'exposer et ramener des microbes, et notamment le Covid, à la maison. Au départ, j'ai dû m'arrêter, mais ensuite très vite, on m'a proposé de faire du télétravail, et avec l'aide et le soutien de ma hiérarchie et de mes collègues, j'ai pu faire du télétravail pendant plusieurs mois. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer du regard de l'employeur vis-à-vis d'un malade ou d'une personne en situation de handicap. Et c'est très important en tous les cas pour un malade de pouvoir retrouver du lien social, de pouvoir trouver un emploi, même s'il n'est pas à plein temps. Et je suis persuadée qu'il y a un impact aussi sur les résultats de notre maladie. En cas de reprise du travail, il y a une reprise de travail à temps plein avec des aménagements ou sans aménagement par le médecin du travail, une reprise à temps partiel temporaire via le temps partiel thérapeutique, et une reprise à temps partiel plus pérenne, sans être pour autant forcément définitive, via la mise en invalidité première catégorie ou le congé longue maladie fractionné pour les fonctionnaires. En cas de non-reprise du travail, eh bien là, il faut mobiliser rapidement la mise en invalidité minimum deuxième catégorie ou la mise en invalidité définitive
ou la retraite anticipée pour invalidité dans la fonction publique. J'ai fait un travail sur moi et en fin de compte, tout a changé parce que je vois les choses de manière différente. Quand j'ai les patients, j'ai encore plus d'empathie qu'avant. Avant, on essaye de comprendre, mais après, quand on passe en quelque sorte de l'autre côté de la barrière, on sait ce qu'ils ressentent. Et quand j'ai des patients au téléphone qui sont un peu dans le désarroi, j'essaie d'être la plus humaine et à l'écoute possible. Bien. Des commentaires. On n'a pas retrouvé Valentine apparemment, toujours des problèmes de connexion. Oui, toujours des problèmes de connexion. Elle est là, mais elle n'a pas l'accès au micro et à la caméra pour me rejoindre. Ah, bon. Moi, le premier commentaire, c'est d'abord que c'est drôlement chouette qu'on puisse voir des vidéos comme ça. Moi, maintenant, comme je vieillis, et je me souviens que ça aurait été quelque chose d'impossible, en fait, il y a 15-20 ans, moi, quand j'ai commencé à m'occuper du myélome. C'est ce que le retour à la vie professionnelle, à l'époque, c'était pas possible parce que nos thérapeutiques ne permettaient pas d'obtenir une rémission complète prolongée il y a longtemps. Donc, avec les progrès thérapeutiques, maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on envisage dès que la mise en place du traitement de première ligne commence à porter ses fruits, en se disant, ben voilà, tout s'effondre pas là, vous allez vous sortir de là, et puis on va pouvoir repenser à la vie professionnelle d'après pour les patients les plus jeunes. Et ça, c'est quand même vraiment un progrès. C'est quand même un des cancers où lequel il y a eu le plus de progrès thérapeutiques. Et on l'oublie parfois. C'est phénoménal les progrès qui ont été faits dans cette maladie et qui permettent maintenant d'envisager le retour à une vie professionnelle et puis d'envisager des taux de réponse à plus de 80-90%, alors qu'on était 30-35% il y a 15-20 ans, quoi. Je pense que c'est la première remarque, c'est ça. C'est quand même, on a fait des progrès dans cette maladie. On permet à ce que les gens retrouvent une capacité de revenir au travail. Après, ça se fait pas sans heurts et sans difficulté. Et je pense qu'il faut donner aussi des orientations aux patients. Soit il avait un métier, moi je pense par exemple, j'ai eu des patients qui étaient bûcherons. Moi j'étais là, c'était le cauchemar pour l'hématologue, là. Le patient bûcheron qui m'explique comment il trimballe les troncs. Je dis, mais avec la teinte osseuse que vous allez. Il y en avait un qui m'a dit, mais c'est pas grave, hein, je redeviendrai quand même bûcheron. Et lui, c'était son objectif. Il fallait qu'il retourne dans la forêt et que je pouvais faire je pouvais dire tout ce que je voulais, c'était alors qu'il avait pas une vertèbre sur deux qui était en état de tenir, quoi. Donc il y a eu les cimentoplasties, le truc, et puis en fait il a adapté son métier. Mais au bout d'un moment, il m'a dit, mais vous n'avez pas à vous inquiéter, je porterai plus les troncs. Mais par contre, voilà, son entreprise était équipée d'un système avec des espèces de robots. Il a dit, c'est les robots qui le font à ma place. J'ai changé de poste, maintenant je donne des ordres. J'ai dit, parfait, voilà. Il est retrouvé dans la forêt, mais il a retrouvé son activité professionnelle différemment, et ça fait plus de 10 ans maintenant. Et voilà, il est toujours dans sa forêt, mais il a adapté son métier à ce qu'il était capable de faire. Et je pense que c'est un véritable dialogue entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Non, une activité professionnelle avec des impacts et avec un risque de fracture, il ne faut pas faire. Mais par contre, arriver à trouver le moyen soit d'adapter son poste professionnel, soit de changer, parce que parfois ça peut être une ouverture à complètement changer. J'ai le souvenir aussi des patients qui me disaient, moi j'étais dans une grosse boîte avec énormément de réunions stressantes. Et au moment où je reviens au travail, on me disait, ou non, mais là, cette réunion-là, vaut peut-être même mieux que tu y ailles parce que ça va être stressant, parce que ça va être pénible. Et elle a dit, moi, mes collègues, ils m'énervaient à me dire ça parce que je me disais, mais maintenant, je peux reprendre une activité professionnelle, je me sens en forme, je me sens la capacité d'eux. Et à l'époque, je lui avais dit, elle était encore en mi-temps thérapeutique, la dame, et je lui avais dit, mais dites-leur que cet après-midi, vous allez faire du sport, dites quel sport vous faites, parce qu'elle faisait de la boxe adaptée, et je lui dis, vous verrez, les gens vont changer de regard sur eux. Elle a dit, j'ai utilisé votre truc, ça a super bien marché. Le jour d'une réunion, je dis, non, moi cet après-midi, je ne suis pas là, je vais faire de la boxe. Et puis les fois d'après, on m'a accepté que j'aille aux réunions. Donc il y a aussi retrouver et la confiance en soi, et puis la confiance au sens de l'entreprise, comme le disait la dame. Ce n'est pas forcément facile de revenir dans un milieu professionnel stressant, et pour certains, c'est peut-être pas souhaitable non plus. Je pense que voilà, chaque chemin de vie est différent et chaque patient va trouver ce qui lui permet d'être le plus à l'aise et le mieux dans sa vie de tous les jours. Merci.
Bon, il y a des questions un peu spécifiques concernant les travailleurs indépendants et donc alors ça, c'est un peu compliqué. C'est toujours le plus difficile, hein. Alors, on peut relayer une information, François, que j'allais donner et qu'un de nos auditeurs a donné. C'est que vous avez le site Jury Santé, qui est vraiment une ressource intéressante s'agissant de toutes ces questions de reprise de travail, quel que soit votre statut. Hein, ça a été justement créé par des juristes qui s'intéressent au droit du travail dans le cadre de la santé. Et donc, Jury Santé, hein, vous pouvez aller voir. En plus, à ma connaissance, vous pouvez les consulter. Enfin, ils sont bénévoles. En tout cas, il y a une partie de leur activité qui est bénévole. Donc ça peut vous aider les uns et les autres à avoir des informations plus précises sur la reprise de travail, votre statut, vos droits, l'accès à la formation, le reclassement professionnel. Voilà. En dehors des travailleurs sociaux dans nos hôpitaux et dans les associations qui peuvent vous répondre, en tout cas, Jury Santé, c'est une ressource intéressante. Bien. Alors, s'agissant de la reprise du travail, puisque j'ai quand même beaucoup de patients, je rebondis sur ce que disait aussi Cécile. Évidemment, les patients évoquent avec moi, dans le cadre de l'accompagnement, la question du travail pour ceux qui étaient en activité au moment du diagnostic ou au moment de la rechute. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement, socialement, de perdre son travail ou de devoir quitter son travail en tombant malade? Bon, c'est vrai que ça, c'est déjà, je dirais, en termes d'accompagnement, un sujet important. Pour certains, effectivement, c'est extrêmement difficile et ça, au niveau du vécu, de ne plus avoir cette activité, ce contact avec les collègues, ce niveau de responsabilité, voilà, cet engagement. Voilà, pour les uns ou pour les autres, c'est vécu différemment, mais cette perte, en tout cas, cette suspension de cette activité peut être extrêmement difficile à vivre. Et s'agissant de la reprise d'activité, c'est un sujet qui arrive assez tôt dans les consultations pour ceux qui envisagent en tout cas cette reprise. Et il y a vraiment tout un processus, et là-dessus Cécile expliquait bien, il y a tout un processus d'intégration, d'acceptation, c'est-à-dire que la reprise, je dirais déjà, attention à ne pas reprendre trop vite, trop tôt, pour ceux qui sont un peu pressés ou qui pensent qu'ils exagèrent ou qu'ils abusent du système. J'entends des choses comme ça, c'est totalement légitime que vous ne soyez pas en activité professionnelle sur des périodes relativement longues parce que de toute façon, ça correspond à vos besoins et il faut faire très attention de ne pas vous exposer à trop de pression et trop de fatigue. Donc déjà, posez-vous la question, hein, est-ce que réellement j'ai besoin de retourner au travail pour ceux qui ne sont pas pressés d'y retourner et vous verrez que la plupart du temps, vos hématologues et les médecins qui seront autour de vous seront compréhensifs et seront dans cette réflexion avec vous. Voilà, en général, on n'impose pas des choses aux patients. On lui explique les limites, les difficultés, mais on l'accompagne dans son projet. Ah, ça me semble trop tôt pour moi, très bien, vous avez besoin d'un peu plus de temps, voilà. Ou c'est très important pour moi de reprendre, bon d'accord, mais attention, pas dans n'importe quelle condition. Souvent, on a quand même une écoute des professionnels de santé, notamment des médecins, par rapport à ce projet de reprise de travail. Donc déjà, attention de ne pas reprendre trop tôt, attention de ne pas reprendre trop de travail d'un seul coup, c'est-à-dire c'est plus compliqué pour les indépendants. Pour les salariés, vous avez ce temps partiel thérapeutique, vous y avez droit, et même si vous vous sentez bien et en forme, c'est pas pareil de se sentir bien et en forme quand on bosse pas, et de se sentir bien et en forme quand on a repris une activité à temps plein. Donc souvent, on a des dépourvus, des déconvenus, si vous voulez, quand on commence trop fort, trop vite. Donc là, je vous conseille aussi d'accepter les temps partiels thérapeutiques, parce que parfois, on est obligé de faire machine arrière et de nouveau d'être arrêté, ce qui est quand même extrêmement contrariant. Et après, comme disait Cécile, il y a aussi tous les projets d'adaptation des postes et de reclassement professionnel. Moi, je travaille étroitement avec ma collègue psychologue du travail à la Ligue contre le cancer, puisque je travaille aussi avec la Ligue. Et vraiment, pour les personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur poste, on fait vraiment ce travail. Alors, il est juridique, elle s'en occupe, mais il est aussi psychologique, de réflexion, de penser à ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on peut faire. Et j'accompagne vraiment beaucoup de patients qui ont changé d'activité, soit dans la même entreprise, soit carrément un autre métier. Le dernier en date, c'est un monsieur militaire de carrière qui a passé un CAP de boucherie. Il avait envie de ça depuis qu'il était jeune et il a repris une boucherie en Bretagne, qui est sa région d'origine. Il est allé s'installer avec sa compagne. Donc voilà, c'est un des exemples les plus récents. Il m'a donné une nouvelle à la nouvelle année. Il m'a dit que tout allait bien et qu'il avait repris la boucherie.
Donc voilà, donc en tout cas, ne vous fermez pas de porte. Vous avez des droits, vous avez, voilà, il y a des choses qui sont possibles, notamment en termes de formation, de reclassement, et vous pouvez très bien envisager un changement, c'est-à-dire poursuivre une activité, mais une autre activité. Je le vois très souvent et c'est quelque chose de réalisable. Donc ne vous dites pas que c'est pas possible, que c'est bloqué, il y a plein de choses possibles. Donc voilà, maintenant il faut effectivement vous renseigner et être accompagné par les bons interlocuteurs. Très bien, merci. On va lancer la dernière vidéo. Impact du myélome sur la vie affective. La maladie, elle vient faire effraction dans toutes les dimensions de la vie de la personne, donc dans ses relations aux autres, dans la dimension de la famille, dans la dimension du couple et puis par extension effectivement dans la vie intime. Ce qui fait que, voilà, si on reste dans cette difficulté à se dire d'emblée les choses, eh bien on peut aller jusqu'à de l'éloignement, de l'isolement, du repli. Et puis ça arrive qu'il y ait des situations d'abandon parce que la relation elle peut plus se vivre ou alors vraiment voilà, de relations relationnelles, de couples, de familles qui ne sont plus du tout adaptées. Le myélome a eu un impact important sur mon relationnel. Au niveau de la famille, on était déjà très fusionnel avant et on l'est encore plus. Et je passe plus de temps maintenant avec mes enfants, mon mari et avec moi-même à travailler sur mes dossiers. Alors bien entendu, la vie de couple, ça a été un peu compliqué parce que, si tu veux, il y a une différence, et ça, il faut que les gens soient conscients, il y a une différence essentielle entre l'aidant et le malade. Le malade, qu'on le veuille ou non, il subit, mais il subit de façon volontaire ce que le corps médical lui dit de faire, alors que l'aidant, lui, se sent responsable de tout ça. Alors les troubles et les dysfonctions dont peuvent être affectés les malades du myélome, déjà une perte de désir, de libido, également des problèmes de, je pense, troubles érectiles ou perte de tonus général induite par les traitements. Alors le conseil que je peux donner aux patients, c'est d'en parler au médecin, que ce soit l'oncologue, le médecin traitant, qui pourra vous prescrire certains médicaments ou solutions comme des gels lubrifiants ou autres. Ce sera la personne la plus à même de répondre à ces problèmes pour pouvoir conserver une vie intime. En fait. On est arrivé, si tu veux, à un stade qui était encore beaucoup plus fusionnel, si tu veux, mais par contre, la libido était à un niveau zéro. Alors le myélome, et on n'en parle pas souvent, impacte aussi les relations personnelles de couple. C'est quelque chose qui n'est jamais abordé dans le milieu médical et pourtant ça existe. Il impacte effectivement la libido. On sait que voilà, ça fait partie des effets secondaires indésirables. Après, ça change quand même le relationnel parce qu'il y a énormément de tendresse qui se dégage de chaque moment qu'on vit ensemble. Et il faut laisser le temps au temps pour que les choses se remettent en place. C'est quand même quelque chose de compliqué pour le patient de nous parler de ses peurs, de ses angoisses. Petit à petit, on les aide à en parler, à se libérer et peut-être à comprendre la représentation que l'autre se fait de lui. Si on devait donner un conseil aux patients pour améliorer leur vie familiale, leur vie intime, leur vie amicale, c'est essentiellement et toujours la communication. Parce que souvent, avec la pathologie, avec la maladie, se crée un petit peu une armure et des représentations de l'autre. Le patient peut avoir une représentation des émotions de l'autre qui ne sont pas forcément dans une réalité. Je pense que là, on a pas mal de témoignages sur les difficultés vécues et sur aussi le sentiment de solitude que peuvent ressentir les patients qui ne savent pas forcément vers qui se tourner quand le myélome il induit des difficultés dans les relations sexuelles, dans la vie de couple.
Il y a des choses encore qu'on découvre, des effets secondaires, des nouveaux traitements qu'on découvre aussi au fur et à mesure. Dans les thérapeutiques qu'on connaît le mieux, et notamment le lénalidomide ou Revlimid, c'est un médicament qui agit sur la peau et les muqueuses. Il est très souvent photosensibilisant et du coup, il induit aussi une diminution de la lubrification des parois vaginales chez la femme, parfois une hypersensibilité des muqueuses aussi. Donc ça, c'est des choses auxquelles on doit être attentif, et parce que par des moyens tout simples, on peut essayer de régler le problème. Chez les hommes qui sont sous les thalidomide, il y a clairement des difficultés, des troubles érectiles. Mais il n'y a pas de contre-indication à prescrire des médicaments qui aident l'érection et notamment le sildenafil. On peut aussi orienter le patient vers un andrologue pour une prescription de thérapeutique qui soit adaptée. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou, il faut pouvoir en parler pour que le soignant, soit il oriente le patient vers un autre professionnel, soit il le rassure et puis il lui fasse une prescription pour essayer d'améliorer les symptômes dans le rapport intime qui peut être vraiment embêté par les thérapeutiques du myélome. Il y a aussi toute la difficulté de reconstruire une forme de relation et de désir. La libido, elle le disait, elle est en baisse parce que d'abord il y a la peur, la trouille liée à la maladie qui induit une diminution de la libido, et c'est que lorsque cette peur elle commence à baisser que, encore une fois, on retombe dans un souci d'avoir la qualité de vie la plus normale possible, et que la vie affective, qui a peut-être été mise de côté au moment du diagnostic du myélome parce qu'on était en mode faut que toute la concentration, toute l'énergie des patients, elle est concentrée sur il faut que je les traitements, il faut arriver à ce que la maladie, on puisse la faire reculer. Puis une fois qu'elle a reculé, maintenant, qu'est-ce que je fais pour que mon quotidien il soit le plus agréable possible. Avec les soignants, et puis en abordant le sujet avec les infirmières, avec les sexologues, on a du mal à trouver parfois des professionnels qui puissent répondre à nos attentes. Des andrologues et des gynécos connaissent le myélome, il n'y en a pas beaucoup. Mais on se crée un réseau, comme partout. En cheminant avec les patients, on a le retour d'un tel qui était super. Le second, je dis, voilà, c'est encore des communications avec les soignants qui est vraiment importante, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler avec nous. Alors, peut-être Karen, vous souhaitez rebondir? Oui, justement, sur l'impact du myélome sur la vie affective. Alors là, évidemment, c'est quand même assez au cœur de nos consultations, cet aspect-là. Alors, on entend parler d'intimité, de sexualité. C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment insuffisamment communiqué, partagé et pris en charge, pas seulement dans le myélome, je dirais que en oncologie, en hématologie de manière générale, et dans le cadre de la société, de toute façon, c'est relativement peu accompagné, peu évoqué, voilà, alors que c'est important, notamment quand on est atteint par une maladie qui nous impacte à ce point. Alors, sur les aspects affectifs, il y a l'aspect communication qui est particulièrement problématique quand on est touché par cette maladie. Alors, souvent, c'est plus problématique la communication dans les moments aigus, difficiles, où on a une mauvaise nouvelle, l'annonce, la rechute, voilà, des complications. Donc, évidemment, là, ça rend les choses évidemment encore plus difficiles pour les raisons qu'évoque Cécile. L'angoisse, on peut aussi ne pas vouloir faire peur aux autres, ne pas inquiéter les autres, s'isoler, s'effondrer. Quand on va trop mal psychologiquement, c'est quand même assez difficile de communiquer, de garder le contact, de garder le lien. Voilà, on est un peu en mode urgence, au-delà du fait d'être concentré sur la maladie. Donc la communication, c'est vrai que c'est important de la garder, de la maintenir autant que possible, mais c'est pas toujours évident, c'est vrai. Et dans les moments où c'est pas évident, faut essayer de le prendre avec le plus tranquillement possible. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est pas vraiment tout à fait possible, qu'il y a la distance qui se met en place, mais voilà, c'est des choses qui, à certains moments, vont peut-être pouvoir se communiquer, s'assouplir. Dès l'instant qu'on reste dans les dispositions de vouloir continuer à rester en contact, à communiquer, à garder des liens, je vous encourage, quand vous pouvez pas forcément parler, quand vous avez du mal à exprimer vos émotions, à au moins garder le contact.
au sens le petit geste en passant, amener le petit geste de la vie quotidienne, laisser un petit mot, verser le café, s'asseoir à côté de votre proche plutôt que sur le fauteuil en face. C'est-à-dire, je dirais, bon, le minimum dans ces cas-là, quand on a du mal à communiquer et à être proches les uns des autres, au moins, c'est d'essayer de garder le contact. Voilà, c'est ce que je dirais, et les petites attentions. Voilà, on va essayer de dire ça comme ça. C'est un peu le service minimum qui va faire que quand on ira mieux, ce sera moins difficile de le reprendre, ne serait-ce qu'en termes de proximité physique. La sexualité peut être, l'intimité et la sexualité peuvent être impactées par la maladie. Ça pouvait être relativement problématique avant la maladie aussi, hein, c'est des sujets qui peuvent être sensibles déjà dans les relations. Mais je dirais que là aussi, si vous maintenez le contact, voilà, vous ne pouvez pas forcément peut-être avoir une vie sexuelle comme avant, pendant la période des traitements, quand vous êtes fatigué, quand vous avez mal, quand psychologiquement on n'est pas bien, déprimé, angoissé, franchement, on n'a pas forcément la tête à ça non plus. Mais en tout cas, essayez au moins de garder un contact physique, parce que malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une distance physique qui se met en place et après, c'est très difficile de se rapprocher. En fait, on aimerait bien, on ne sait plus trop comment faire, que ce soit les malades ou les aidants, et on est un peu bloqué. En fait, essayez au moins de garder du contact physique. Voilà, je dirais, rester l'un à côté de l'autre, essayer de se tenir à la main, essayer d'avoir un geste d'affection, essayer de faire un petit câlin au passage, un petit câlin, juste voilà, se tenir dans les bras, et puis voilà, dans les moments où c'est pas trop tendu, dans les moments où on va pas trop mal. Une fois que vous irez mieux, ce sera plus simple. Pour l'aspect intimité sexuelle, Karen, je crois qu'on t'a perdu. Sachez qu'il y a quand même, comme le dit Cécile, c'est difficile d'avoir des interlocuteurs vraiment payants. Oui. Peut-être là, vous m'entendez? Oui, là on t'entend, c'est mieux. C'est bon. On t'entend? On va enlever l'image. Voilà, en tout cas, pour cet aspect sexualité, je pense que Cécile a des contacts maintenant, j'en ai aussi. C'est qu'on a des médecins, souvent effectivement, qui sont urologues ou qui sont voilà, gynéco, etc., qui sont habitués pas forcément au myélome, mais en oncologie, en hématologie. Il y a des consultations dans les hôpitaux. Et maintenant, il y a des consultations d'infirmières, vous pouvez vous renseigner, notamment la Ligue contre le cancer dans un certain nombre de régions a aujourd'hui des infirmières qui sont formées à l'oncosexologie et qui peuvent proposer des consultations. Et puis, pour l'aspect plus psychologique, parce que si vous voulez, la question de la sexualité et de l'intimité, c'est aussi la dimension psychologique, hein. Il n'y a pas que des problèmes, je dirais, fonctionnels. Et ça, effectivement, c'est important d'en parler et de trouver des solutions. Mais il y a aussi les aspects psychologiques, comment on perd confiance en soi, qu'on ne voit plus son corps de la même façon, qu'on a peur d'avoir mal, peur de ne pas être à la hauteur, qu'on se sent tendu pour se laisser aller. Et ça, sur les aspects psychologiques, je vous encourage à aussi aller en parler. Nous, dans nos accompagnements, en tant que psychologue en onco et en hémato, on accompagne aussi ça pour que vous repreniez un peu confiance, que vous puissiez être dans de meilleures conditions pour tenter des choses, vous laisser aller, partager, parce qu'il y a aussi des freins psychologiques. Et cela, je vous encourage à aller en parler parce que vraiment, on peut améliorer les choses. Très bien, merci Karen. Cécile, est-ce que vous souhaitiez éventuellement rebondir sur les propos de Karen par rapport justement à la vie affective et ou sexuelle? Je pense qu'elle a bien résumé les choses en disant que voilà, il y avait garder vous n'êtes pas contagieux. Quand on a un myélome, c'est pas une maladie, enfin, c'est des petites choses bêtes, hein, mais certains patients ont la crainte d'attraper une infection dès qu'ils sont proches de quelqu'un d'autre. Non, si la personne elle n'est pas malade, ils vont pas se choper quoi que ce soit. Et je pense que c'est la période du Covid, elle a mis encore une couche en plus sur la difficulté, sur l'isolement ressenti par certains patients, parce qu'il y avait déjà, j'ai une maladie, il faut que je me protège, je suis immunodéprimée, et voilà, ça a rajouté une couche et ça a encore accentué certaines difficultés vécues par les patients, comme je ne sais plus ce que j'ai le droit de faire, en fait. Je pense que pour certains patients, c'est complexe, la vie intime et la vie affective, parce qu'il y a le côté immunodépression qui a rajouté une couche. Donc, je pense que en reprenant confiance en soi, quand on est dans une phase chronique de la maladie, il n'y a pas écarté la vie affective et sexuelle
par crainte. Bien sûr que voilà, il faut faire attention, il faut utiliser des lubrifiants, il faut mettre un préservatif si on est encore en âge de pouvoir comment dire, procréer et puis qu'on n'a pas envie de bébé à ce moment-là. Tout ça, c'est des choses, ça peut paraître banal, mais c'est des questions où parfois les gens me disent mais jamais j'aurais osé vous poser ça comme question. Je dis bah pourquoi? Bah parce que vous comprenez, c'est un peu gênant et puis mais non, ça fait partie de la vie en fait. Et nous, notre principale difficulté en tant que soignant, c'est franchement c'est le temps. C'est-à-dire que si je voulais faire une consultation idéale, bah, elle ne durerait pas 20 minutes, une demi-heure, elle durerait 1 heure et demie. Et j'ai pas le temps. Et en fait, il faut que je me consacre au truc essentiel qui est le traitement, parce que ça, c'est que moi qui peux faire. Mais le reste, il faut que je dise, ben voilà, là, vous avez telle ou telle ressource, n'hésitez pas à en parler à d'autres professionnels pour que les gens puissent aller chercher des réponses à leurs questions. Comment faire pour mieux vivre ma vie affective? Comment faire pour mieux vivre mes nuits, parce que bah, la période de la nuit aussi, elle peut être source d'angoisse qui elle-même gêne la vie affective. Tout ça, c'est vraiment des questionnements qui sont le quotidien des patients et qui sont certainement pas assez abordés par les soignants. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on progresse. On arrive petit à petit à créer un réseau avec, à savoir vers qui orienter le patient, de manière à avoir un véritable travail d'équipe au sein de nos hôpitaux. Et c'est ça qu'il faut qu'on crée, en fait. En tout cas, même si cette question-là reste tabou parce que au niveau culturel, on a des difficultés à pouvoir échanger avec les médecins de ce sujet-là, il y a, à vous entendre, en tout cas Karen et Cécile, énormément d'évolutions qui vont dans le bon sens en termes de formation des professionnels. Et ce qu'il y aurait à retenir, c'est que même si vous êtes axé, en tout cas pour Cécile, sur l'aspect strictement médical, il faut surtout que les malades et leurs aidants n'hésitent pas à vous en parler pour qu'ils puissent être orientés au mieux, en tout cas. J'invite en tout cas les participants à aller sur le site internet de la F3M et à se rendre sur le fonds documentaire, puisqu'avec le laboratoire Janssen, on a édité un petit fascicule qui s'appelle Sexobule et puis qui aborde justement toutes ces questions de vie intime, affective et sexuelle. Donc vous pouvez il est consultable en tout cas dans le fonds documentaire, et puis il est sur les tables souvent que la F3M, que sur les stands en tout cas de la F3M sur les différents événements dans vos régions. Donc, écoutez, merci en tout cas beaucoup à Karen et à Cécile, à François aussi, qui a pu prendre le relais lorsque j'ai rencontré des petits problèmes techniques. Si vous souhaitez en savoir plus sur la maladie, sur son impact aussi au quotidien, vous pouvez aussi vous inscrire donc à Mielonet. C'est une plateforme en ligne, c'est un MOOC, donc c'est interactif, c'est gratuit, ça vous permet d'approfondir vos connaissances et de vous tenir informés sur les évolutions médicales liées au myélome. Et puis, nous avons la chance d'avoir des tuteurs sur Mielonet qui peuvent interagir avec vous lorsque vous laissez des commentaires. Donc, il suffit pour ça de vous rendre sur votre espace associatif. L'inscription est libre et gratuite et sans engagement. Et voilà, vous pouvez découvrir les événements organisés dans votre région aussi. Sur le site internet, vous pouvez devenir adhérent de notre association, parce que sans vous, on ne peut pas déployer d'actions telles que les RNM. Et puis, bien sûr, vous recevez en retour un reçu fiscal pour les impôts avec une déduction de 66%. C'est très important pour nous, pour qu'on puisse assurer des JNL et les différentes actions en région et aussi au niveau national. Voilà. N'hésitez pas, donc là vous voyez l'espace associatif, c'est très très simple. Vous inscrivez votre adresse mail, vous générez un mot de passe, vous donnez quelques informations et sur vous. Et puis, vous pouvez adhérer, donner, et le site vous permet aussi d'accéder à tout un tas d'informations liées à la maladie et à nos actions.
N'hésitez pas aussi, c'est très important pour nous, de répondre au questionnaire de satisfaction. Ça nous permet de nous améliorer au fur et à mesure des actions que l'on vous propose. Ça nous permet de faire un bilan de nos actions. Et on vous donne rendez-vous en tout cas le samedi 15 novembre pour la nouvelle journée nationale du myélome, c'est notre grande journée annuelle qui nous permet tous et toutes de nous retrouver et puis d'avoir à nos côtés, pour répondre à nos questions, les hématologues de l'IFM, mais aussi des psychologues, enfin tous les intervenants, toutes les personnes qui interviennent auprès de nous, que ce soit au niveau psychologique, sportif, les soins de support et autres. Donc on sera ravis en tout cas de vous accueillir le samedi 15 novembre pour la GNM. Un grand merci en tout cas à Karen, à Cécile, à Audrey, à François, à Laurent. Et et puis un grand merci aussi pour votre participation dans le chat. Voilà. Je voudrais juste ajouter merci à Laurent et à Anne qui ont aussi répondu à des questions dans l'onglet public, donc qui ont donné des réponses à des questions qui n'étaient pas toutes en rapport avec ou alors des questions trop particulières, mais donc ils ont utilisé leurs compétences pour répondre. Voilà. Et juste, moi, pour un petit mot de la fin, ça fait plaisir parce que dans ce chat, il n'y avait pas tellement de questions hors sujet. Non, il n'y en a pas eu. Ça fait plaisir. Ça veut dire que le sujet, ça évolue. Parce que j'ai souvenir d'avoir fait des webconférences sur ce sujet-là où on nous parlait de première ligne, deuxième ligne, qu'est-ce qu'il faut, etc. Et là, c'est pas tant. Voilà. Là, ça fait plaisir de voir que la webconférence, les gens qui étaient là pour pour le sujet traité, et ça c'est vraiment super. Donc merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.